Vous êtes sur CCTV Français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, la Banque centrale de Chine déclare maintenir sa politique monétaire prudente. Les cibles de croissance de cette année peuvent être réalisées au travers de l'amélioration de la demande nationale, de la consommation et de l'innovation. Le gouverneur de la Banque centrale, Zhou Xiaochuan, a formulé ses remarques lors d'une conférence de presse en marge de la session annuelle du corps législatif national. Il a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter à acheter des dollars américains car le renminbi a commencé à retourner à un niveau raisonnable suite à une période de volatilité. Le gouverneur a également élaboré des politiques concernant le contrôle des risques financiers et le soutien financier pour les entreprises innovantes. La Chine avance dans sa réforme des enregistrements d'IPO de façon graduelle, en essayant de tout tester avant de mettre en application. C'est ce que dit Liu Shuyu, chef de la commission de régulation des opérations de bourse, la CSRC, lors d'une conférence de presse en marge de l'APN samedi à Beijing. Liu, qui a pris ses fonctions il y a 22 jours, dit que la réforme de l'enregistrement des IPO est un must pour la Chine, mais que son rythme dépendra du développement du marché de capitaux et de conditions légales. Il dit aussi que la construction d'un marché de capitaux à plusieurs niveaux est une condition préalable à la promotion du nouveau système et que ce sera un processus de long terme pour les députés. Et concernant l'échec du mécanisme de coupage de circuit qui a été mis en place au début de l'année, Liu dit que son relancement n'est pas prévu pour les prochaines années. En réponse à la question du timing de sortie de la China Securities Finance Corporation, un membre des providers de National Margin Trading, Liu, dit que le fonds de sauvetage allait demeurer sur le marché pendant encore longtemps et qu'il est encore tôt pour parler de retrait. Le rôle du gouvernement est inébranlable, maintenir la justice et la transparence du marché de capitaux. Sans ça, nous ne pourrons jamais dire que nous protégeons les intérêts du public, spécialement ceux des petites et moyennes entreprises qui sont vitales pour le développement sain du marché de capitaux chinois. Le drame de la performance boursière de 2015 a coupé le souffle de nombreux investisseurs. Voyons ensemble ce qu'il s'est réellement passé. Le marché boursier chinois de 2015 a connu des hauts et des bas. Mi-juin, les actions A continuent de chuter. Le 19 juin, l'indice de Shanghai a baissé de 13% en une semaine. Les investisseurs ont paniqué, les choses ont mal tourné. Fin juin, le gouvernement central a décidé d'intervenir. La Banque centrale a réduit ses taux et la CSRC a arrêté l'offre publique initiale. Le gouvernement s'est également assuré que les entreprises d'État géantes continuent d'acheter, formant une équipe nationale pour obtenir les prix des actions. Le marché a obtenu un court répit. Les mesures du gouvernement pour sauver le marché ont continué, s'attaquant aux ventes à découvert malveillantes et au déni d'initiés. Ce n'est que fin août que le marché a regagné une certaine confiance et que les choses ont commencé à reprendre. Les députés chinois ont dévoilé une nouvelle série de mesures visant à réformer les grandes entreprises d'État. La réforme a pour but de restaurer la confiance dans une économie qui connaît une pression à la baisse. Les salaires et la gestion des ressources humaines sont également à l'ordre du jour. Nous nous rendons à Shenyang, autrefois le centre industriel du pays, dans le nord-est. Pendant des années, les réformes des entreprises d'État afin d'en améliorer l'efficacité et la compétitivité ont été parmi les plus grandes tâches des législateurs. La dernière réforme montre que le gouvernement central est prêt à s'attaquer aux sujets les plus difficiles. Les mesures proposées exigeraient des entreprises publiques qu'elles promeuvent un système de conseil d'administration afin d'éviter que les décisions ne soient confisquées par les seuls hauts responsables et la mise en place de mesures incitatives pour des employés basées sur une évaluation de leurs résultats. Un expert dit que tout en appliquant les méthodes modernes de management, une chose ne doit pas être oubliée. À part la capacité de générer des profits pour les entreprises, un autre critère est également important pour les décisionnaires. Il s'agit de prendre ses responsabilités sociales. Le principe sur lequel reposent certains sujets est que les entreprises publiques doivent bénéficier à la nation. En tant que pilier de l'économie chinoise, les entreprises d'État ont une position dominante sur le marché. Elles bénéficient de ressources immenses
et ont un accès facile au capital et même parfois constituent des monopoles. Mais elles se révèlent souvent moins compétitives et flexibles que les entreprises privées en cas de mauvaise conjoncture économique. Traditionnellement, dans les grandes entreprises d'État, la plupart des décisions sont prises par le seul PDG, parfois sans aucune consultation avec l'équipe managériale. La réforme voudrait construire un mécanisme de prise de décision dans lequel les différentes couches de l'entreprise seraient mises à contribution pour obtenir la meilleure décision possible. Dans des régions comme le Nord-Est, où l'économie a longtemps reposé sur les grandes entreprises d'État, la plupart d'entre elles connaissent les pires difficultés depuis une décennie ou plus. Les frais d'assurance médicale constituent l'un des grands thèmes abordés par les membres de la conférence consultative politique du peuple chinois, la CCPPC. Certains membres proposent d'offrir aux citoyens chinois plus de formules premium, tandis que d'autres suggèrent de laisser les retraités payer leur assurance médicale. Le consensus sur la question semble difficile à atteindre. CCTV s'est rendu sur place pour plus de précisions. Le soutien financier du gouvernement couvre les 3/4 des frais médicaux en Chine. Le Premier ministre Li Keqiang a annoncé que l'État prendra en charge 40 yuan supplémentaires par citoyen cette année. Toutefois, un autre document en circulation indique que les assurés verront également leur contribution augmenter. Tsai Wei, représentant médical de Shanghai, explique que l'augmentation dépendra des conditions régionales de l'assuré. La tendance est à l'augmentation de la contribution des individus. Mais des chiffres plus précis devraient être annoncés en fonction des conditions économiques régionales. La règle de base est que vous payez plus pour recevoir plus. Mais d'autres membres s'expriment en faveur d'un allègement des frais de sécurité sociale. Lors de la 5e session plénière de la 18e conférence du Parti communiste chinois, le comité central a suggéré d'ajuster le mécanisme de collecte des fonds médicaux afin d'assurer sa continuité et les taux de remboursement. Il a également avancé l'idée de laisser les retraités payer des frais d'assurance médicale. Il ne s'agit là que de suggestions. Nous ferons une proposition définitive après étude d'impact et sondage de la population. Le sujet suscite la controverse parmi les assurés et les membres de la CCPPC. Certains estiment qu'une augmentation serait injuste et lui préféreraient une solution qui ferait bénéficier les retraités d'un régime similaire à celui actuellement en place pour les assurés du 3e âge. Ils pourraient ainsi cotiser plus longtemps en amont de leur retraite plutôt que de voir leurs charges s'alourdir. Il s'agit bien de ne pas diminuer les ressources et le niveau de vie des retraités. Nous ne voulons pas affecter la qualité de vie des retraités. La mise en place de cette politique demandera dans un premier temps l'augmentation de la contribution des assurés du 3e âge. Elle est faible à l'heure actuelle. Malgré l'augmentation continue du nombre de lits d'hôpitaux en Chine, cela reste insuffisant pour satisfaire la demande. La Commission de la santé publique et du planning familial a décidé de se battre pour réformer le système médical. Elle se concentrera désormais sur l'équilibre de la distribution des ressources prévues pour les soins de santé, la construction d'hôpitaux communautaires et ruraux. Une attente longue et fastidieuse. Dès la fin des vacances du Festival du Printemps, le premier centre hospitalier affilié à l'université de Zhengzhou est incapable de répondre aux demandes des malades de plus en plus nombreux. L'hôpital n'a que 7000 lits pour plus de 13 000 patients au quotidien. En septembre, l'hôpital ouvrira une nouvelle aile avec 3000 lits supplémentaires. Mais les autorités réalisent que l'expansion ne résout pas le problème. Depuis 2010, de célèbres médecins sont déployés chaque mois dans plusieurs hôpitaux de canton dans la province du Henan pour soigner les patients gratuitement. Les patients qui se rendent dans les hôpitaux affiliés aux universités dans les grandes villes ou les personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les grands hôpitaux ont à présent la possibilité de se faire soigner près de chez eux. Certains d'entre eux ont même la chance de se faire opérer par de célèbres chirurgiens. Nous avions l'habitude de nous rendre à Zhengzhou pour consulter un médecin. Mais aujourd'hui, mon petit-fils peut se faire diagnostiquer et soigner ici par de célèbres médecins et experts sans avoir à payer plus. Nous allons étendre nos services à davantage d'hôpitaux de canton. Notre prochaine étape est de former les médecins des hôpitaux des zones rurales et rapidement améliorer leurs compétences. Je pense que c'est plus urgent et efficace. Aujourd'hui, lorsque les médecins des petits hôpitaux rencontrent des difficultés pour soigner leurs patients, ils peuvent demander de l'aide sur une plateforme en ligne.
Les médecins des grands hôpitaux offrent leur diagnostic en ligne et transfèrent leurs services de consultation aux petits hôpitaux. Et s'ils rencontrent des cas de maladies rares, les patients seront transférés dans les plus grands hôpitaux. Même si nous faisons des efforts pour encourager les patients à se faire soigner dans les cliniques communautaires et les hôpitaux ruraux, de nombreuses personnes préfèrent se faire soigner dans les hôpitaux des grandes villes. Cela montre un manque de confiance envers nos services médicaux populaires. Nous avons besoin de les financer et d'acheter des équipements avancés et améliorer les compétences de personnes talentueuses pour les garder ici. La réforme du système médical du pays est essentielle. Le gouvernement s'attaque à présent à la construction d'hôpitaux communautaires et de cantons. La Commission de la santé publique et du planning familial déclare que d'ici à 2020, 90% des maladies seront traitées dans les institutions médicales populaires. L'objectif final est d'annuler les services de consultation des hôpitaux de grandes villes afin que leur principale tâche soit de se concentrer sur l'hospitalisation et les services d'urgence. La nouvelle politique nataliste de la Chine devrait provoquer un baby-boom qui, à son tour, devrait permettre le développement des services post-natal. Chen Yibing a donné naissance à son deuxième enfant il y a 2 semaines. C'est la tradition pour une mère que de se reposer pendant au moins 1 mois après la naissance, les Chinois estimant que la période postnatale est critique pour la santé des femmes. Les grands-parents entrent alors en scène pour aider. Mais Chen a préféré avoir recours à une nourrice. Je dois me réveiller 2 fois la nuit pour nourrir mon bébé. Je ne veux pas épuiser mes parents et les rendre malades. Et aussi, je pense qu'une nourrice professionnelle, c'est mieux s'occuper d'un enfant. La nounou prend soin non seulement du bébé, mais aussi de la mère. Elle est payée 12 000 yuan par mois, c'est un salaire d'employé de bureau à Beijing. Chen dit qu'elle est contente de ses services, mais elle pense qu'ils sont trop chers. J'avais pensé la prendre pour 2 mois, mais c'est trop cher. Je ne peux m'offrir ces services que pour 1 mois. Je n'ai pas le choix. Beaucoup de gens ont attendu pour avoir leur bébé cette année, car l'année du singe est meilleure que l'année de la chèvre. La nouvelle politique chinoise a aussi résulté dans la multiplication des naissances. Cette année, c'est de la folie. Il y a une soudaine hausse de la demande. Les réservations sont en hausse de 50%. On en a eu 350 jusqu'à maintenant. On a signé environ 70 contrats la semaine dernière. Les nounous prennent entre 6 et 20 000 yuan par mois. Ce centre prévoit une hausse des salaires de 15% le mois prochain. J'ai vérifié auprès de mes clients potentiels. Ils sont d'accord pour cette hausse. Je prévois de doubler le nombre de nourrices et d'en employer 1500 cette année pour satisfaire la demande. Mais il n'est pas facile d'en trouver de bonnes. L'Académie chinoise des sciences sociales dit qu'environ 17 millions de bébés naissent tous les ans en Chine. La nouvelle politique pourrait en ajouter 3 millions par an dans les 5 prochaines années. Un enfant coûte en moyenne 60 000 yuan au cours de ses 5 premières années. Cette nouvelle population devrait créer environ 2 000 milliards de yuan de consommation en plus entre 2016 et 2020. Tous les secteurs liés à l'enfance vont connaître une augmentation. Les vêtements, les jouets, l'éducation, les soins postnatals. Ce secteur est largement dominé par les femmes et il risque de pâtir justement des nombreux congés maternité. Mais cela devrait être bon pour l'économie en général. Chen dit que l'embauche d'une nourrice n'est qu'une première étape pour le bébé. Elle va dépenser encore beaucoup plus pour son éducation et prendre un appartement plus grand. Chaque année, lors des 2 sessions, les avis des ambassadeurs sont particuliers et souvent inspirants. Notre journaliste Liu Fan a assisté au débat du groupe de l'amitié avec l'étranger. Et à cette occasion, il a interviewé M. Zhai Jun, ambassadeur de Chine en France. Le groupe de l'amitié avec l'étranger est constitué de représentants du gouvernement chinois et d'institutions officielles dans ce domaine. Et à l'occasion des 2 sessions, leurs connaissances et l'éclairage sont particulièrement précieux pour développer les nouvelles politiques chinoises. M. Zhai Jun, ambassadeur de Chine en France, a ainsi été témoin de l'évolution des relations sino-françaises ces dernières années.
Je suis arrivé en France en 2014 et cette année coïncidait avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations sino-françaises. J'ai constaté que les relations entre les deux pays se sont bien déroulées au cours des 2 années qui ont suivi mon arrivée en France. Selon certains Français, cette période s'est révélée être la meilleure période dans l'histoire de l'établissement des relations, car il y a eu de nombreuses coopérations dans tous les domaines. Il y a eu également plusieurs visites d'État entre les deux pays. En 2014, selon les statistiques, plus de 800 activités ont été organisées entre les deux pays. La nouvelle ère dans les relations entre la Chine et la France a sensiblement modifié le ressenti des Chinois d'outre-mer. J'ai fortement ressenti l'amélioration des relations entre les deux pays. Je vis en France depuis 37 ans et j'ai beaucoup d'amis étrangers. Mes 2 gendres sont d'ailleurs français. Le monde devenant de plus en plus connecté, ils peuvent savoir ce qui se passe en Chine à travers la télévision, les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Le développement de la Chine les impressionne. Ce développement a un effet très important au niveau mondial. Comme le souligne M. Zhai Jun, les débats au sein de ces groupes participant à la CCPPC permettent de mieux définir les objectifs de la diplomatie chinoise. Et il espère que ces débats et ce genre d'initiatives permettront de mieux faire connaître la Chine au monde entier et de dissiper les malentendus afin de développer l'amitié entre les peuples. Liu Fang et Liang Renfeng, CCTV. Bienvenue dans cette rubrique Les 2 sessions dans la presse qui se veut un tour d'horizon de ce qui s'est décrit dans les médias sur cet événement. Nous allons d'abord voir un article de l'Economic Daily intitulé « Ressentir la vraie température de l'économie chinoise ». L'auteur a comparé de manière innovante l'économie chinoise au climat en utilisant les 2 termes suivants, la température annoncée et la température ressentie. Selon l'auteur, tout comme le climat qui peut être représenté par une température mesurée avec le thermomètre, mais aussi par la sensation corporelle des gens, l'économie a aussi 2 facettes. Et parfois, entre les deux, il peut y avoir un décalage. C'est le cas pour l'économie chinoise en 2015. La croissance du PIB de l'année 2015 s'est fixée à 6,9% et celle du volume de l'import-export est devenue négative. D'autres indices traditionnels comme le volume de la production industrielle, la consommation énergétique semblent ne pas être trop encourageants non plus. La température annoncée de l'économie chinoise semble assez froide, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on ressent. La température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise est plutôt douce. Le journal a ensuite présenté des éléments de preuve. Au niveau de l'emploi, plus de 13 millions de nouveaux postes ont été créés. Le taux de chômage dans les grandes villes était de 5,1%, plus bas que l'Allemagne, pays exemplaire en Europe. Côté revenus et prix, le revenu annuel par habitant a augmenté de 7,4%, ce qui est plus important que le PIB. L'IBC a progressé de 1,4%, un niveau relativement bas. Ce rapport revenu-prix fait que les Chinois voient gonfler leur portefeuille ainsi que leur sentiment de bonheur. Il a ensuite évoqué le système de sécurité sociale chinois qui couvre désormais plus de 900 millions d'habitants, l'achèvement de la construction de 7 720 000 logements sociaux et le nombre d'étudiants d'origine des régions éloignées des principales universités a augmenté de 10,5%. Et chaque jour, 12 000 nouvelles entreprises sont créées. Tous ces éléments constituent la température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise, qui est plutôt doux. De quoi être optimiste pour l'avenir. Sur le même sujet, un article de l'économiste de Bloomberg, Chen Zhiyuan, a été largement rapporté dans les médias chinois. Dans cet article, il a tout d'abord évoqué la politique monétaire de la Chine, soulignant que l'intégration du yuan dans le panier de retrait spécial du FMI a eu des impacts positifs sur l'économie chinoise. Selon M. Chen, malgré le ralentissement de l'économie chinoise durant ces dernières années, on a toujours raison d'être optimiste pour son avenir. Car des analystes de Bloomberg montrent que depuis 2012, l'économie chinoise approfondit sa restructuration en donnant de plus en plus de part au secteur tertiaire et à la demande intérieure. Le développement devient ainsi plus équilibré.
M. Chen a également mentionné la notion des réformes du côté de l'offre lancée par le gouvernement chinois, expliquant que cette mesure vise à exploiter le potentiel de l'économie chinoise. Avec ce potentiel bien exploité, malgré son ralentissement, l'économie chinoise pourra maintenir sa croissance à 6,5% au moins jusqu'en 2020, prévision que Bloomberg a donnée. Face à l'augmentation de l'instabilité de l'économie mondiale, la bonne santé économique de Shenzhen attire l'attention des médias internationaux. Un journaliste du Wall Street Journal est allé enquêter dans cette ville du sud de la Chine. Il a souligné dans son reportage qu'aucune pression économique ne peut être éprouvée dans cette ville. De plus en plus de PME dans le secteur manufacturier commencent à produire des imprimantes 3D, des gyrobots et des robots. Shenzhen est devenue une locomotive de la transformation industrielle de l'économie chinoise. On se tourne vers le Guangming Daily maintenant. Avec le développement des nouveaux médias, le secteur des communications a connu de grands changements. Selon les statistiques, en décembre 2015, les internautes chinois étaient au nombre de 688 millions et la pénétration d'Internet atteint les 50% de la population. Les médias traditionnels font face désormais à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le développement de la fusion entre les médias traditionnels et les nouveaux médias fait partie du rapport d'activité du gouvernement. Pourquoi cette proposition ? Comment arriver à cet objectif? Guangming Daily a recueilli les points de vue des députés sur le sujet. Selon Wang Yafei, la fusion des médias consiste non seulement dans le mariage entre les contenus, les images et la vidéo, mais aussi celui entre les médias et les autres secteurs, comme les expositions, le tourisme ou la finance. Ce qui permettra de créer un modèle commercial et de donner ainsi une force pour parvenir à un développement durable. Selon Liu Bingjie, il est important d'unifier les lois et les règlements. En Chine, chaque type de média a sa propre réglementation, ainsi que ses différentes cibles et un public différent. Sans les unifier, il est difficile de créer une ambiance de concurrence juste. Selon Zhou Mingwei, la fusion des médias n'est pas une simple addition. Elle nécessite de diversifier les façons de diffuser les informations en mettant ensemble les livres, les journaux, la radio, la télévision et Internet. Le public peut aussi prendre part dans la diffusion des informations. Et pour terminer, un sujet un peu plus léger. Durant les 2 sessions annuelles, un passage long de près de 100 mètres dans le hall situé au nord du Palais du Peuple est l'endroit réservé aux journalistes pour recueillir des informations de la part des ministres. Dans les coulisses des 2 sessions, le quotidien du peuple s'est intéressé à ce passage. Ces dernières années, il se produisait souvent des accidents alors que les journalistes se précipitaient dans ce passage pour trouver les dernières nouvelles. Pour laisser sans obstacle ce passage, des plateformes respectives pour les photos et les discours, ainsi qu'une zone spéciale pour les reportages ont été mises en place. Ces mesures ont permis de normaliser la production des reportages. Dans le cas des ministres, les réponses sont souvent courtes, mais donnent beaucoup d'informations importantes. À travers le micro des journalistes, ils peuvent répondre aux questions qui intéressent le peuple. Le rassemblement des journalistes au passage des ministres montre l'attention du public envers le travail du gouvernement. Ainsi, la transparence des informations sur leur travail quotidien reste nécessaire, telles que la publication immédiate de la nouvelle politique, la réponse immédiate aux questions du public. Cette forme de relation entre les ministres et les médias devrait être appliquée de façon permanente. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.